Macron, lui, n'est pas du tout un fasciste, mais en revanche, son tort, c'est de laisser le fascisme grandir, se développer dans le pays pour ses intérêts à lui. Main dans la main avec les grands groupes financiers et industriels, eh bien, ils choisiront de mettre au pouvoir quelqu'un qui ne remettra pas en cause les équilibres financiers actuels. On préfère Hitler au Front populaire. Toutes les chaînes de télé se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, dont le budget dépend désormais du gouvernement, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Pour financer notre nouvelle série d'enquêtes indépendantes qui vont questionner les pouvoirs politiques et économiques, il ne nous reste plus qu'une seule solution, faire appel à vous. 5 secondes, quel est le choix des Français? Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Emmanuel Macron est le premier président de la République à avoir été élu 2 fois face à l'extrême droite. 2 fois, il s'est posé en rempart pour défendre la République. Mais depuis 2017, qu'a-t-il fait de cet engagement? A-t-il tout tenté pour faire barrage à l'extrême droite ou au contraire, lui a-t-il déroulé le tapis rouge? Macron était élu contre Marine Le Pen à 2 reprises, moins bien la 2e fois que la première. Mais je crains que la 3e ne soit la bonne, parce que Macron ne pourra pas se représenter, et je pense qu'il y aura un espace qui va s'ouvrir, dans lequel Marine Le Pen va s'engouffrer. Entre 2017 et 2022, Marine Le Pen plus 10 points. Voilà, donc il n'a pas fait rempart. Il nous a fait un pont. On a fait venir 10 points de pourcentage en plus. Toute leur réussite auprès des Français, ce ne sont que des choses reprises du RN, souvent édulcorées parce que... on dit toujours, hein, la contrefaçon n'est pas le produit initial. Donc voilà, mais ça ne vaut pas l'original, donc ce ne sera jamais suffisant. Macron se fait élire 2 fois sur le même contrat. Je ferai barrage au Front National et aux idées du Front National, devenu entre-temps Rassemblement National. Il est où le barrage républicain que vous avez tellement vanté? C'est lui-même qui met le pied à l'étrier de l'extrême droite. Ça, c'est clair qu'ils sont en train de nous préparer un tapis rouge. Il portera une responsabilité immense si l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027, immense. Macron en marche vers l'extrême droite, histoire d'un président qui s'est pris les pieds dans le tapis. On se met en marche. Il revient par la C'est à l'été 2014 qu'Emmanuel Macron, jusqu'alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, apparaît sur le devant de la scène. Ce trentenaire, diplômé de l'ENA, est nommé ministre de l'économie du président socialiste François Hollande. D'une réputation qui m'est Au faite départ, Emmanuel Macron par la presse, est donc je dois considéré dire. comme un homme de centre-gauche. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Je vais vous le dire de manière le plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. D'une gauche qui se confronte au réel. En 2016, écœuré par l'échec du quinquennat Hollande et la droitisation de Manuel Valls, beaucoup de personnalités de gauche se détournent d'un PS en miettes et rejoignent Emmanuel Macron. Finalement, ils n'ont pas changé. Alors moi, j'étais à l'époque au Parti Socialiste. Je travaillais aussi pour la ministre du Logement, Emmanuelle Cos.
Effectivement, le Premier ministre était Manuel Valls et il a proposé la déchéance de nationalité et un certain nombre de choses qui, pour moi, étaient des ruptures totales avec mes engagements. On se rappelle des déclarations de Manuel Valls sur les Roms qui n'avaient pas leur place en France. On se rappelle de ce qu'il a dit sur Angela Merkel qui n'aurait jamais dû accueillir les réfugiés. Et on se rappelle de la déchéance de nationalité. Et sur tous ces points, Emmanuel Macron avait des positions claires, tranchées. Et petit à petit, je vois se dessiner une campagne tournée autour de l'émancipation. À l'époque, Jean-Michel Clément est député socialiste et membre de la commission des finances. Lui aussi a été séduit. Moi, au départ, j'ai trouvé qu'il y avait une grande écoute des parlementaires, que je n'avais pas forcément trouvé préalablement. Donc déjà, ça, c'est important. Quand on a un parlementaire, qu'on ait écouté un ministre. Donc lui, derrière ça, il apparaît comme étant l'homme neuf qui sort du gouvernement Hollande, d'un gouvernement Hollande. Voilà, c'est quelqu'un qui a une forme de virginité politique, de surcroît. Un homme neuf, dont le positionnement politique est flou. Au départ, il se prétend ni de droite ni de gauche. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Ni de droite ni de gauche, mais surtout pas à gauche, comme il le dit 4 mois plus tard, en visite au Puy du Fou avec Philippe de Villiers. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Mais 10 jours plus tard, il est de gauche. Pour ma part, je suis de gauche. Ça n'est pas s'occuper 2 semaines plus tard, il n'a jamais prétendu être ni de droite ni de gauche. J'ai été sur des terrains. Je n'ai jamais dit que j'étais ni de droite ni de gauche. Puis finalement, à un peu plus d'un mois de la présidentielle de 2017, il est et à droite et à gauche. Sur un projet progressiste. Si je peux me permettre, là vous êtes un peu ambigu. Non, parce que je suis progressiste et regardez, je suis de droite et de gauche dans le mouvement que je porte. Voilà. Ok. Je ne suis pas dans la double exclusion. Alors, de gauche ou de droite, Emmanuel Macron? Dès le départ, quelques signaux faibles laissent entrevoir qu'il penche à droite, et même franchement à droite. En 2015, il accorde une interview à l'hebdomadaire Le 1, où il fait montre d'une conception ultra-conservatrice, voire monarchiste du pouvoir. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire collectif, le roi n'est plus là. Ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. L'interview passe largement inaperçue, sauf dans certains cercles royalistes. Action! Si tu veux, action! Ta délivrance, silence clair et marche droit. Français, nous voulons une France, mais à la France, il faut... Olivier Perceval est le secrétaire général de l'Action française, le grand mouvement monarchiste français. En 2015, il avait été séduit par les propos d'Emmanuel Macron sur le roi. La démocratie a besoin de la figure du roi, un truc comme ça. C'est une expression qui nous avait vraiment marqué à l'époque lorsqu'il a sorti ça. Et on s'est dit, tiens, il dit des choses intelligentes, ce monsieur, parce qu'on n'avait pas un technocrate qui sort de la banque. Pour nous, c'était pas vraiment un profil tout à fait qui nous convienne, qui convienne à notre image de ce que peut être la souveraineté. Mais là, on avait été surpris, agréablement surpris. Un mois à peine après le lancement de son parti En Marche, Macron continue à lancer des clins d'œil appuyés à la droite, et même à la droite de la droite. Un discours d'hommage à Jeanne d'Arc. Le 8 mai 2016, il part à Orléans célébrer Jeanne d'Arc, un marqueur identitaire de la droite conservatrice. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. En août 2016, nouveau clin d'œil à la France des rois. Macron, ministre des Finances d'un gouvernement socialiste, se rend en Vendée. Direction les spectacles du Puy du Fou en compagnie du maître des lieux, Philippe de Villiers,
ancien ministre, figure de la droite réactionnaire et aujourd'hui soutien d'Éric Zemmour. Quel est le ministre socialiste qui a visité le Puy du Fou jusque-là? Alors, 30-40 ans. Vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance? Au début, ces clins d'œil appuyés à la droite ne perturbent pas les soutiens de gauche d'Emmanuel Macron. Pourquoi aller au Puy du Fou? C'est vrai que c'est des vrais sujets. Pourquoi parler de monarchie en France? Je n'avais pas vu ça comme ça à l'époque. En tout cas, j'y voyais pas de traduction politique sur les sujets qui étaient chers à ceux pour lesquels je me suis engagé à un moment auprès de lui. Je pense que c'est plutôt un calcul politique pour convaincre un certain nombre d'électeurs de droite, que c'est complètement calculé. Est-ce que c'est dans ses convictions? Je ne suis pas complètement sûr quand même. Mais en tout cas, c'est un calcul politique habile. À la volée, dans tout le pays. Le 11 novembre 1918... Et une fois élu, Macron continue à jouer avec les marqueurs identitaires de la droite la plus conservatrice. Le 11 novembre 2018, pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, le président veut honorer des maréchaux, dont Philippe Pétain. L'initiative suscite un tollé, mais Macron persiste et signe. Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Des choix funestes, c'est le moins que l'on puisse dire. Le régime de Vichy du maréchal Pétain, c'est, entre autres, l'adoption d'un statut discriminatoire des Juifs dès octobre 1940. La déportation de 75 000 hommes, femmes et enfants juifs en 4 ans, avec la complicité de la police et de la gendarmerie française, et une collaboration zélée avec le régime nazi. Pétain, il l'a salué comme un des grands acteurs de la guerre 14-18, sauf que Pétain a quand même été frappé d'indignité nationale, que c'est pas rien, et que quand un président de la République rend hommage à quelqu'un qui est frappé d'indignité nationale, ça dit quelque chose, quoi. Macron utilise aussi régulièrement une sémantique empruntée à l'extrême droite. Le 24 mai 2023, en Conseil des ministres, pour décrire la supposée déliquescence de la société française, il emploie un terme curieux, décivilisation. Donc, la décivilisation, qui est un mot utilisé par Renaud Camus, qui est un penseur de l'extrême droite et antisémite. Donc, en fait, théoricien du grand remplacement. Théoricien du grand remplacement. Donc, touche par touche, comme ça. Pétain, Maurras, Camus, Barrès, etc. En fait, ça dessine quand même le paysage idéologique de l'extrême droite. Dans le discours, Macron chasse donc sur les terres de l'extrême droite. Mais qu'en est-il des actes? Aux législatives de 2017, les macronistes remportent la majorité absolue. Avec seulement une soixantaine de députés, la gauche est réduite à la portion congrue. Quant au Front National, avec seulement 8 députés, il fait de la figuration. La principale force d'opposition, c'est la droite, près de 125 députés, que les macronistes vont chercher à ménager. Dès le début de la mandature, gênés par la dérive droitière d'Emmanuel Macron, certains de ses soutiens de gauche décident de quitter le navire. On a commencé assez tôt, en juillet, par une loi qui a surpris tout le monde. C'était l'état d'urgence qu'on a mis dans le droit commun. Donc c'était une loi sécuritaire. La loi Asile-Immigration, elle a été annoncée, une de plus. Elle était annoncée, c'est Gérard Collomb qui en était chargé. Et lorsqu'elle a été présentée, d'emblée, on a saisi un certain nombre de difficultés, en tout cas qui pour moi ne recueillaient pas mon accord, parce que par ailleurs je suis assez engagé dans l'accueil du migrant, et donc moi j'avais dit haut et fort que je ne voterais pas ce texte. Donc j'ai eu beaucoup de pression, mais je dis au contraire, plus j'avais de pression, plus j'étais convaincu de mon vote, et donc j'ai voté contre. Et donc le péché véniel est devenu un péché mortel. Donc je suis parti de moi-même, parce qu'en fait j'ai évité... J'ai dit, je ne suis pas arrivé à 60 ans passés pour passer devant un conseil de discipline avec des jeunes bleus là, qui viennent d'arriver. Et puis petit à petit, il y a d'autres signaux qui vont commencer à me démontrer qu'en fait... Lesquels, justement ? La loi Casseur. Moi, la première fois que je vote contre une loi de la majorité à laquelle j'appartiens, c'est la loi Casseur d'Édouard Philippe. C'était la loi qui dit quand c'est un préfet qui peut décider qui va manifester ou non. Moi, je pensais vraiment
qu'Emmanuel Macron était le candidat des libertés publiques, d'un certain libéralisme politique, d'une certaine ouverture de la France. C'était faux. Par le terrain. État d'urgence rentrant dans le droit commun, loi asile-immigration, loi anti-casseurs, loi sécurité globale, violences policières contre des manifestants. Tout au long du premier quinquennat, les macronistes se font de plus en plus autoritaires. Et tout ce qui s'est passé après, en termes économiques, en termes de santé, en termes de tous les textes qui sont sortis derrière, enfin moi je suis frappé par le fait que ce sont des textes de droite, avant tout. Mieux, les macronistes relayent des campagnes d'extrême droite contre leur opposition de gauche. Un néologisme apparaît, islamo-gauchisme. Un terme martelé par des ministres jusqu'au plateau des télés Bolloré. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Sur l'islamo-gauchisme, en fait, ils ont adopté le vocabulaire d'extrême droite là-dessus. En juin 2022, après la réélection d'Emmanuel Macron, vient le temps des législatives. Et là, le front républicain contre l'extrême droite est définitivement mort et enterré. Moi, je suis d'une génération où on m'avait raconté l'histoire des digues, les fameuses digues. Moi, j'avais 15, 16, 17, je ne sais plus quel âge exactement, mais j'avais à peu près cet âge-là quand tout à coup on a eu cette première problématique de on fait quoi avec le Front National. Et à l'époque, ceux qui osaient franchir la digue, ceux qui osaient ne pas la respecter, ben, ils étaient mis au banc du jeu politique. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la norme quasiment. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières élections législatives, hein, où dans la moitié des cas, on s'est retrouvé face à des candidats de la majorité présidentielle, enfin celle sortante, qui ne voulaient pas clairement choisir au deuxième tour entre un RN et un FI. Ils disaient non, moi je ne choisis pas. Là, il n'y avait plus de digue, quoi. Enfin, c'était kiff-kiff, quoi. Ce verrou a totalement sauté. Que c'est eux qui ont mis fin à l'arc républicain, pour reprendre leurs mots. Moi, je peux vous donner un seul exemple. J'avais ma collègue Delphine Bagary, qui était candidate dans les Alpes de Haute-Provence, ancienne députée macroniste comme moi. Même elle, bon, difficile de dire quand même que c'est une insoumise. Elle a perdu face au RN à 1%, parce que les macronistes, Castaner et les autres, c'est dans cette région-là, ont refusé d'appeler à voter pour elle contre le RN. Surprise de Christian Girard, du Rassemblement national. À cause des macronistes, la candidate NUPES est effectivement battue au deuxième tour par le candidat RN. Des candidats macronistes qui refusent d'appeler au barrage républicain contre l'extrême droite, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis ne parlons pas de l'éminent Jean-Michel Blanquer, qui nous explique que finalement, il fallait même quasiment, lui, quasiment mieux voter pour le RN que pour la NUPES. Battu au premier tour et devancé par le candidat RN et par le candidat communiste, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, refuse en effet d'appeler à voter pour la gauche. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Pour les élections du deuxième tour, pour le deuxième tour dimanche. Merci beaucoup. Dans la série La gauche, c'est le diable, il y a aussi Amélie de Montchalin. En 2022, dans l'Essonne, elle appelait à voter pour elle, pour faire barrage aux anarchistes. Car la députée sortante est en mauvaise posture. 7 points de retard au premier tour sur son adversaire. Moi, je lance un appel à tous les républicains, qu'ils soient déjà avec le président de la République, ou qu'ils soient des partis de droite ou de gauche, qui ne sont pas d'accord avec nous, surtout, évidemment. Et cet appel aux républicains de notre pays, c'est de leur dire, hier, nous avons eu une participation qui était très faible. Ça ouvre un boulevard à ceux qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême gauche. Bref, le fameux front républicain est bien mort. Le 19 juin 2022, les résultats tombent et c'est la douche froide. Une victoire, mais pas le triomphe annoncé. Le triomphe qui n'était pas annoncé, mais qui en est un, c'est le Rassemblement national. Avec 89 sièges, le Rassemblement national devient le premier parti d'opposition. C'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Avec 245 élus, les macronistes n'ont plus la majorité absolue. La gauche conquiert 131 sièges, dont 75 pour la France insoumise. Dès le premier jour de la mandature, les députés RN s'installent confortablement dans leurs sièges d'honorables parlementaires. Et ils obtiennent des postes clés. Parmi les 6 vice-présidents élus, le Rassemblement national en obtient 2.
Hélène Laporte et Sébastien Chenu l'emportent avec des voix de députés macronistes contre 2 candidats écologistes, dont Sandrine Rousseau. Dès le premier jour à l'Assemblée, où il faut élire le bureau de l'Assemblée, donc la présidence de l'Assemblée et les vice-présidents, je présente ma candidature uniquement pour qu'il y ait un vote, pour qu'on voit l'attitude de Renaissance, pour que ça sorte. Et là, on a vu des députés Renaissance qui mettaient des bulletins Rassemblement National. À l'Assemblée, le RN se tient à carreau. Il joue la stratégie de l'opposition constructive, responsable et bien élevée. L'Assemblée nationale, c'est une vitrine. C'est quand vous êtes un parti politique ou quand vous êtes des hommes politiques, l'un des endroits où vous pouvez illustrer ce que vous pensez et agir pour les Français, c'est l'Assemblée nationale. On est le premier groupe d'opposition. Ça fait 1 an et demi qu'on entend régulièrement dans les couloirs des collègues d'autres partis nous dire, ou qu'on les entend parler entre eux et dire « Ah bah ils ont été bons. Ah bah ils sont sérieux. Ah bah qu'est-ce qu'ils sont présents, ils sont tout le temps là. En nombre. Ah puis ils font pas d'obstruction. Ils proposent, mais ils bloquent pas. » Force est de constater que l'extrême droite, et c'est là le paradoxe de la situation, c'est presque des premiers de la classe. Ils sont toujours là à l'heure, toujours de bonne humeur, dans une tenue vestimentaire où il n'y a absolument rien à dire. Et encore une fois, l'habit ne fait pas le moine, mais des gens qui travaillent, et comme le disait Coluche, quand ils n'ont rien à dire, ils ferment leur gueule. À l'Assemblée, devant l'évidence arithmétique, certains députés n'hésitent plus à tendre la main à l'extrême droite. En août 2022, le macroniste Patrick Vignal, pourtant venu du PS, va appeler le RN à collaborer avec la majorité. Les hommes. Demain, le problème, c'est pas un problème de la gauche. Vous avez vu les sondages, 89% des gens de gauche veulent être en sécurité. Bien sûr. Le vrai débat, est-ce qu'on est capables tous les deux de faire du chemin ensemble, ou est-ce que vous allez rester dans vos armures? C'est ça le vrai débat. Dans la majorité, tout le monde n'est pas d'accord et certains parlementaires s'étranglent en découvrant ces propos. Dans la vie, il y a des discussions de comptoir, et puis manifestement, il y a des discussions de plateau. C'est un peu du même niveau. Les islamo-gauchistes, les woke, le lobby LGBT, les discours intersectionnels, autant de termes barbares pour désigner un ennemi de gauche qui voudrait imposer son idéologie. Un ennemi plus dangereux que l'extrême droite, selon certains ministres macronistes. Oui, moi ce qui m'effraie encore plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels du moment. C'est les discours... Plus que Zemmour. Oui. Pour une bonne partie des macronistes, le danger principal, ce n'est plus l'extrême droite, c'est la gauche radicale façon Mélenchon, improprement appelée extrême gauche. J'y reviens. Vous pensez que quand quelqu'un vient asséner que la police tue, que les chefs d'entreprise sont des salopards, que les journalistes sont des feignants, et qu'en gros, on passe son temps à expliquer qu'on ferait bien d'avoir une semaine, par exemple, à 20h, un SMIC à 2500 €, ça ne fait pas des dégâts sur le terrain? Ça, c'est l'extrême gauche. Et à ce titre-là, la France insoumise est bien plus dangereuse que le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon est plus dangereux pour la démocratie que Marine Le Pen. On nous reproche, nous, beaucoup ici, à l'Assemblée nationale, sous cette mandature, à la NUPES, d'être finalement des gens qui seraient trop bruyants, pas bien élevés, que ce serait ça qui finalement mettrait en danger la démocratie. Mais c'est totalement faux. Vous pouvez dire tout un tas de choses horribles avec une voix très douce, avec une jolie cravate. Et Emmanuel Macron, je pense qu'il est plus à l'aise avec cette forme-là qu'avec des gens comme nous qui effectivement bousculons. Du côté de l'extrême gauche, on a un groupe qui systématiquement est dans la provocation, dans la haine, dans la limite des injures. Et ça va également sur, pardon de le dire, mais sur la tenue vestimentaire. Et on ne demande pas aux uns et aux autres d'être tenus à 4 épingles comme ce fut un temps. On n'oblige pas, comme au Sénat, d'avoir la cravate au sein de l'Assemblée. Pour autant, moi je vous le dis, il y a des limites. L'Assemblée nationale, c'est pas Interville sans les vaches. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Un an. Des engagements présidentiels Mes chers collègues, clairs. on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il faudra presque 1 heure. Les députés RN, eux, se tiennent à carreau. Et ils font d'autant moins peur qu'ils sont une opposition pas si virulente que cela.
Je n'ai pas envie. Le RN n'a été dans l'opposition que rarement, en fait. Ils ont, la plupart du temps, soit ils s'abstenaient, soit même ils votaient pour les textes gouvernementaux. Ils ont été opposés sur quelques moments phares. Un exemple, la révolte des retraites. Début 2023, le gouvernement dépose un projet de loi repoussant l'âge de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 ans auparavant. Plus des 3/4 des Français y sont opposés. Pendant des mois, la gauche est aux côtés des millions de manifestants qui défilent dans la rue, un peu partout en France. Pendant ce temps, à l'Assemblée, le RN reste particulièrement discret. Mais en réalité, non, c'est une opposition en carton à l'Assemblée nationale. Ouais. Sur la question des retraites, sur la réforme des retraites, ils ont été complètement absents. Pendant plusieurs mois, dans l'hémicycle, ils étaient inexistants. Ils n'étaient bien sûr pas dans la rue. Moi, je me souviens qu'au début, par exemple, dans la commission des affaires sociales, qui est la commission dans laquelle on étudie le texte avant qu'il arrive en hémicycle, le RN était totalement absent, mais absent même physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de député RN, où il y en avait un pauvre député. Et puis, au moment où ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, là, ils se sont raccrochés au wagon et ils ont repris le truc. Et de fait, depuis juin 2022, sur les grands textes gouvernementaux, dits textes solennels, le RN vote pour dans 42% des cas et ne vote contre que dans un peu plus de 20% des cas. À comparer aux 70% de votes hostiles au gouvernement de LFI, qui n'a jamais voté une seule fois pour. Et vous en avez voté pour 40% en moyenne sur les députés. Ah ben c'est ma moyenne, c'est 35-40% de votes en commun avec... Voilà, pour. À peu près pareil d'abstention et seulement 20% contre. Vous n'êtes pas... Je vais vous taquiner, non. Vous n'êtes pas vraiment d'opposition alors. Quand on a commencé l'entretien, je vous ai dit, vous avez une opposition constructive et positive et une opposition destructrice. Le principe de l'extrême gauche, c'est ce qui vient pas de chez moi, je vote contre et c'est sale. Notre principe à nous, c'est ce qui peut améliorer le quotidien des Français, même si c'est pas ce qu'on veut, même si c'est pas suffisant, on vote pour. La parole est à monsieur Kevin Mauvieux pour le groupe Rassemblement National. En fait, selon des statistiques de l'Assemblée nationale de juin 2023, Kevin Mauvieux a même voté 57% des grands textes du gouvernement. Une stratégie de responsabilité qui dédiabolise le parti et lui attire les bonnes grâces de ses collègues macronistes. Je gère ma circonscription. Après, nous dire qu'on est xénophobe, raciste, etc., il y en a 2 ou 3 à la marge qui essayent de continuer à se risquer à le dire. Après, je pense que la plupart de ceux qui, de façon républicaine, nous côtoient au quotidien, quand on fait des rapports ensemble, quand on fait des auditions ensemble, quand on est en commission ensemble, quand on est à la buvette ou au restaurant et qu'on est côte à côte, ceux qui sont républicains qui discutent avec nous, ils ont bien compris et ils sont en train de comprendre qu'on n'est pas raciste, qu'on n'est pas homophobe, qu'on n'est pas xénophobe. Pas xénophobe, le RN ? D'origine algérienne, ce député Renaissance de Moselle a quelques raisons de ne pas être de cet avis. Ces derniers mois, il a été personnellement la cible de propos flirtant avec la xénophobie venant d'un parlementaire RN. 13 octobre 2023, nous sommes à Hayange, en Moselle, lors d'une visite d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il fait partie de la France intérieure. D'autres types de pollution. Une semaine après les attaques terroristes du Hamas en Israël, Laurent Jacobelli, le député RN de la circonscription voisine, va violemment prendre à partie son collègue Belhaddad, quitte à le traiter de soutien du Hamas. Il y a des règlements. Il y a des règlements qui sont du Hamas. Je suis sorti à 2h du matin. J'ai attendu 7 heures en pleine structure. J'ai vu le médecin qui a fait la structure, il m'a dit écoutez, je suis pas bien, je suis le seul médecin. J'étais pompier à Lyon, c'est dans 40 ans, on a fait des analyses. Accueil. Surtout ne me menace pas. Malheureusement, on ne peut pas le toucher. J'appuie sur mon charme, ne me menace pas. Ne me menace pas. On a attendu, ne menace pas, surtout. Je ne joue pas les racailles, voilà. Je ne joue pas les racailles. Je mets que la presse le sache. Alors pour ce fils d'immigré algérien arrivé en France à l'âge de 7 ans, pas question de mettre sur le même plan le RN et la France insoumise. Personnellement, je n'ai jamais été traité de racaille par les gens de LFI. D'accord. D'accord ?
Voilà. Le Rassemblement national, profondément, sa nature, reste un parti raciste, qui est l'héritier de cette mouvance xénophobe qui a été antisémite pendant de très nombreuses années, qui continue à l'être. Voilà le genre de propos que les députés macronistes n'ont plus le droit de tenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Fin 2022, pour avoir traité le RN de xénophobe, la députée Renaissance Astrid Panosyan, cofondatrice du parti présidentiel, va être sanctionnée par la présidente de l'Assemblée, elle aussi macroniste. Décidément, difficile de masquer un ADN xénophobe vieux de 50 ans. Fêtez encore. Madame Panosyan, je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Je venais de rappeler qu'il fallait avoir une attitude respectueuse les uns envers les autres. Fermez le banc, le patron lui-même l'a décidé. Plus question de pointer la xénophobie de l'extrême droite. Elisabeth Borne, première ministre à l'époque, fille d'un rescapé d'Auschwitz, va elle aussi en faire les frais. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil ? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. 48 heures plus tard, la première ministre va se faire sévèrement recadrer par le président depuis la Slovaquie. En effet, on ne peut plus battre dans nos démocraties, l'extrême droite, simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela, et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Dès le début du premier quinquennat, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Amadouer les électeurs d'extrême droite plutôt que de critiquer le Rassemblement national. En octobre 2019, un an et demi à peine après son arrivée à l'Élysée, le président accorde une interview à Valeurs Actuelles, un hebdo d'extrême droite connu pour ses unes anxiogènes, voire xénophobes. En 2015, Valeurs Actuelles est condamné pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence, après une une titrée « Rome, l'overdose ». Que Macron choisisse cet hebdomadaire pour s'exprimer va choquer jusqu'à dans son propre camp. Emmanuel Macron, en octobre 2019, donne une interview à Valeurs Actuelles. Alors d'abord, comment vous qualifieriez l'orientation politique de ce journal, Valeurs Actuelles ? Extrême droite, mais c'est un journal d'extrême droite. Sans aucune hésitation, bien sûr. Et est-ce qu'un président dans la Ve République a déjà donné une interview à un hebdomadaire d'extrême droite ? Je ne l'aurais pas fait, c'est évident. Et ce n'est pas le moment que j'ai préféré dans sa communication politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque ? Que c'était une astuce de communication qui n'était pas utile, et que moi, pour ma part, je considère qu'on n'a pas... en tout cas, c'est mon point de vue. Je n'ai pas à m'exprimer dans des médias dans lesquels mon point de vue serait une sorte de caution d'un supposé pluralisme respecté par l'organe de presse. Autre souci, l'interview présidentielle est entièrement consacrée à l'immigration et à l'islam, les thèmes phares du RN. Emmanuel Macron reprend parfois une sémantique d'extrême droite. Il parle des droits de l'homiste, de réarmer les dispositifs d'expulsion ou de minorités qui font sécession. Pour cet ancien macroniste, c'était clairement un signal à destination de l'extrême droite. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un président de la République aller donner une interview à un journal d'extrême droite. Quand on tourne les pages, on sait à qui on a affaire. Ce jeu avec l'extrême droite, dès 2016, cette séduction qu'a exercée sur lui la rédaction de Valeurs Actuelles et qui est évidente, pose un problème pour un président en exercice. Ne pas accorder d'interview au Monde pendant 5 ans, même plus maintenant. Donc depuis 2017, pas d'interview au Monde ni à Libé. S'il avait été dans Valeurs Actuelles pour dire tout ce que vous racontez,
c'est des conneries. S'il avait été vraiment leur dire, moi, je vous le dis, je suis président de la République, non, on ne peut pas raconter des choses aussi xénophobes que vous le faites tout le temps. J'en aurais peut-être pas tant voulu d'aller dans ce journal, mais c'est ce qu'il y a dit qui m'a absolument terrifié. Il dit qu'effectivement, il y a un problème migratoire en France et que la France est menacée culturellement. Voilà, il va dans ce sens-là et avec des termes très cash. C'est lui qui dit les droits de l'homiste nous emmerdent, ce genre de choses. Donc on voit bien déjà à quel point, ce que je vous disais au début, le point fondamental, Emmanuel Macron ne comprend pas l'intérêt de la Déclaration des droits de l'homme. Véritablement, c'est quelque chose qui le dépasse. Il pense que c'est de la littérature, c'est pour se faire plaisir, etc. Il y a une espèce de connivence un peu malsaine sur le fond, comme d'ailleurs sur le ton, où on a l'impression qu'ils sont entre copains. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on accorde une interview à un journal comme ça ? C'est comme le fait de dire pourquoi on va à Villiers ou pourquoi on va à Orléans, etc. Il y a des symboles, et je pense que cette interview participe d'une démarche symbolique qui est pensée, réfléchie, calculée. C'est pas au hasard. Je pense qu'autour de lui, il a dû échanger, mais quelque part c'était sa décision, dire je vais accepter une interview de Valeurs Actuelles. Celui qui a joué les intermédiaires, c'est Bruno Roger-Petit, le conseiller mémoire du président. Madame, monsieur, bonsoir. Ce 25 décembre... Ancien présentateur de France 2, il vient au départ de la gauche. Mais depuis quelques années, il s'est lié d'amitié avec Geoffroy Lejeune, le patron de Valeurs Actuelles, qui avait publié le fameux dossier sur les Roms. On en parlera tout à l'heure. À force de se côtoyer sur iTélé puis CNews, notamment sur le plateau de Pascal Praud, les deux hommes ont sympathisé. Grâce à cette relation privilégiée avec les médias Bolloré, Bruno Roger-Petit va proposer à Emmanuel Macron une stratégie pour assurer sa réélection. Dans l'esprit de Bruno Roger-Petit, le meilleur moyen pour qu'Emmanuel Macron se maintienne au pouvoir, c'est d'avoir comme adversaire au deuxième tour l'extrême droite. Et pour se choisir cet adversaire, il faut le légitimer. Il faut donner des gages à cet adversaire. J'ai vu plusieurs fois Bruno Roger-Petit, j'ai compris qu'il essayait de distiller un petit peu des choses à ces gens-là. Évidemment, tout ça ne fonctionne pas et certainement qu'il y perd une partie de son âme et qu'il l'a fait perdre aussi à la Macronie. Voilà ce que je comprends des échanges que j'ai pu avoir avec lui en début de quinquennat en 2017 et puis de ce que j'ai vu par la suite. Et que finalement, ils l'ont beaucoup plus manipulé que l'inverse. Et ce jeu dangereux de Macron avec les médias d'extrême droite se serait accentué depuis l'émergence de l'empire médiatique de Vincent Bolloré. Un mastodonte aux ramifications tentaculaires. La télé avec Canal+, qui possède les chaînes C8 et CNews. La radio avec Europe 1, Europe 2 et RFM. La presse écrite avec Paris Match et le Journal du Dimanche. La presse People avec Gala, Voici, ou Télé Loisirs, et même la pub avec Havas. Ce jeu trouble d'Emmanuel Macron avec les médias Bolloré, Alexis Lévrier l'a documenté dans son dernier ouvrage. Ce qui est très fort dans le groupe Bolloré, et ce qui fait qu'il fait à ce point peur et qu'aussi peu de voix s'élèvent pour le dénoncer, c'est qu'il touche à tout. Il touche à l'industrie musicale, il touche à l'industrie cinématographique. Dans la classe politique, tout le monde se tait face à Bolloré. Et tout le monde va sur ses antennes, à la fois chaîne People, enfin chaîne populaire type C8 avec TPMP, et des émissions un peu plus haut de gamme, et des chaînes d'information avec CNews. Particularité du milliardaire breton d'extrême droite, il met son empire médiatique au service d'un combat civilisationnel. Selon notre chercheur, c'est sans précédent depuis les années 30. Ce groupe mène sa propre guerre idéologique qui ne vise pas simplement à avoir l'extrême droite au deuxième tour, mais bien à la faire gagner. C'est l'empire médiatique le plus raciste, le plus xénophobe qu'on ait connu depuis l'entre-deux-guerres. Les prédécesseurs de Bolloré, c'est François Coty, qui était un parfumeur qui profitait de la Première Guerre mondiale et de la faiblesse de la presse pour construire un empire dans la presse écrite. À l'issue de la Première Guerre mondiale, il rachète Le Figaro, il rachète Le Gaulois, qui est aussi un grand titre conservateur. Il va les fusionner quelques années plus tard et il les met au service d'une idéologie fasciste, parce que lui, et de manière beaucoup plus assumée que Bolloré, il est à l'époque ouvertement sensible aux idées de Mussolini. Les années 30 et la montée de l'antisémitisme et du fascisme. La comparaison peut sembler osée.
Mais Alexis Lévrier a quelques exemples en tête, dont une sortie récente de Pascal Praud sur les punaises de lit. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Alors, absolument pas. La punaise de lit, ça n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. C'est pour ça d'ailleurs que ça touche absolument tout le monde. C'est ça l'histoire de la presse d'extrême droite, c'est de désigner des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, ça a longtemps été le juif, avec d'ailleurs un vocabulaire qui est très proche de celui que l'on trouve aujourd'hui chez Pascal Praud, quand il s'en prend aux punaises de lit que véhiculeraient les étrangers venus donc dans les aéroports, etc. Dans les années 20, vous aviez ça dans l'Action française à propos des juifs qui seraient dans la rue et qui nous apporteraient des cloportes, des parasites, etc. Donc c'est le même vocabulaire. Ce lien fantasmé entre punaises de lit et migrants, Pascal Praud l'avait fait sur CNews, la chaîne de télé la plus raciste de France. Mais des scientifiques qui interprètent les choses. Ancien journaliste sportif, Praud avait démarré sa carrière sur TF1, à l'émission dominicale Téléfoot. En 1988, comme le débusquait récemment Quotidien, Praud réalise un reportage sur les joueurs noirs du FC Nantes. Belgrade et Genève. C'est Nantes a viré de bord depuis 2 ans, mais aussi viré de couleur. Le drapeau jaune flottait sur le Et comme ils sont noirs, avec Pascal Praud, ils arrivent en sautant des arbres, comme des singes. Pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Voilà, ils font descendre les joueurs noirs des arbres. Guillaume Tierno, attaquant. Enlève pas le masque, surtout. Et le Marcel Desailly, défenseur. Et ils utilisent cette bande-son. Il noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. 36 ans après, Praud s'est reconverti en analyste politique, pas toujours très finaux. Et tout ça avec l'argent des Français. Grossièrement le programme de Barnier. Non mais avec l'argent des Français. Avec l'argent des Français, jusqu'à quand ça va continuer? Parmi ses chroniqueurs réactionnaires, Geoffroy Lejeune, l'ami de Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire de Macron. Sur Télé Bolloré, Lejeune reprenait récemment à son compte la théorie raciste du grand remplacement. Fabriquer des nouveaux Français, ce qui rend du coup le grand remplacement insupportable. Et ça, honnêtement, dans le contexte. Mais nos élites, elles sont incultes. Elles sont incultes. Et non, mais il y en a donc, aussi. Nos élites, elles ne connaissent pas la littérature. Pascal. Nos élites, elles connaissent mal l'histoire. Nos élites, elles connaissent qu'une chose, c'est de faire l'ENA et d'être des technos. Et pour les outrances verbales ou climato-sceptiques, Pascal Praud n'est pas en reste. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les îles. Ouais. Bardella défend les agriculteurs. Alors évidemment, c'est comme CNews d'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à France Inter, qui maintenant est passé de l'autre côté. C'est-à-dire ils ne sont plus de gauche, ils sont d'ultra-gauche. Je vous assure, matin, midi et soir, on tape sur le Rassemblement national. Matin, midi et soir. Donc je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Laissez-moi parler. Vous êtes pas, franchement, vous n'êtes pas terrible. Hein. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous... Je voudrais... C'est vous qui êtes dingue. Fallait pas me dire si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. La préférence nationale n'est pas un gros mot. Elle est plébiscitée quand on interroge les Français par sondage. Un peu de tolérance. Ben, si vous êtes ahuri, un peu de tolérance autour du plateau. En fait, vous avez une tête qui vous êtes entré vous avez réussi à entrer sur notre studio. La France a sur son sol des enclaves étrangères qui attaquent notre modèle occidental et épousent le fanatisme religieux. Bien sûr que c'est une émission raciste, que l'Empire Bolloré est un empire médiatique au service de la xénophobie et du racisme, je crois qu'il faut le dire. Et l'un de leurs combats, c'est d'empêcher de le dire. Aujourd'hui, les macronistes sont très divisés sur l'opportunité d'aller sur les plateaux de Bolloré. Qui peut croire que la ligne éditoriale de Bolloré ne relève pas de la sphère de l'extrême droite? Pour ce qui me concerne,
Je ne suis une dupe de rien. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression quand même que d'aller sur le plateau d'une chaîne d'information aussi marquée que CNews, c'est au fond être le faire-valoir d'une pseudo-stratégie de respect du pluralisme. J'aime bien aller chez Pascal Praud, à l'heure des pros. Donc on ne peut pas dire non plus que ce soit spécifiquement ma sensibilité politique. Mais je sais où je mets les pieds. Quand j'y vais, je mets mes protèges tibias, je mets mes crampons vissés, je sais que je vais en prendre plein la figure, mais je sais aussi que je vais pouvoir me défendre. Ce sont les meilleures audiences de la semaine. Donc les Français, il faudrait choisir les Français auxquels on parle. Moi, je ne choisis pas les Français auxquels je parle. Mais Caroline n'est pas du tout d'accord avec moi. On s'apprécie beaucoup. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je considère que c'est une erreur. Mais après, encore une fois, ceux qui considèrent qu'il faut y aller, parce que sinon, comment tu veux, personne ne porte notre parole, même si c'est nauséabond, etc. Bon, je comprends. Ceux qui disent que le problème, c'est plus l'extrême gauche que CNews, là, je comprends moins. Là, je comprends pas. Ouais. Parce que pour moi, là, on a basculé dans la légitimation. À penser et à imaginer. Début 2023, un ministre est régulièrement brocardé dans les médias Bolloré, celui de l'éducation, Pape Ndiaye, qui ne fait pas mystère de son hostilité vis-à-vis de l'extrême droite. L'éducation à la sexualité. Et c'est pour cela que dès septembre dernier, j'ai pris des... Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite? Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Europe 1, CNews d'extrême droite? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez... Donc, je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. Une prise de position qui va déclencher la fureur des médias Bolloré. Ainsi donc, un ministre de l'Éducation nationale se permet de jeter l'anathème sur deux rédactions indépendantes de 120 et 160 personnes, à savoir CNews et Europe 1, qui l'accusent toute honte bue d'être d'extrême droite. Faute du moindre argument étayé, cet employé de la République dénigre, salit et insulte l'intégralité de ces 280 journalistes dont je salue une fois de plus le travail irréprochable et à qui je redis ma fierté de travailler quotidiennement à leur côté. Un ministre qui n'aime pas la contradiction, qui entend donner des leçons de démocratie depuis son salon cossu des quartiers chics de Paris, où les écoles publiques sont surtout bonnes pour les autres, mais pas pour ses enfants. À l'heure du bilan, rassurez-vous, il ne restera pas grand-chose à garder. Mais rassurons-nous aussi, car comme disait Michel Audiard, les conneries, c'est comme les impôts. À la fin, on finit toujours par les payer. Et à 8h17, votre invité politique, Alexandre... Et après CNews, c'est au tour d'Europe 1, radio également contrôlée par Vincent Bolloré, de s'offusquer. Bonjour. Première question, estimez-vous, comme votre collègue à l'éducation Pape Ndiaye, qu'Europe 1 est une radio d'extrême droite? Si je pensais que Europe 1 était une radio d'extrême droite, je ne serais pas venu à votre antenne ce matin. Une semaine après cette violente campagne des médias Bolloré, le ministre de l'Éducation nationale est débarqué. L'autre tête de turc de CNews à l'époque, c'est la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Début 2023, elle avait rappelé que les oligarques des médias ne pouvaient occuper des fréquences de la TNT qu'à condition de respecter certaines règles du jeu. Cette fréquence est justifiée ou pas? Il y a bien des obligations à respecter et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence? Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'Arcom dire à tel degré les obligations ne sont pas respectées, c'est le rôle de l'Arcom. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important. Sur Télé Bolloré, les chroniqueurs de service vont se déchaîner, hurler à la censure, quitte à flirter parfois avec le complotisme. Il y a bien des obligations. Il n'est pas question pour ces gens-là que 1% ou 2% de ce qui n'est pas leurs idées ou de ce qui n'est pas non plus leurs informations, parce qu'il y a des sortes d'autorités d'occultation qui veulent cacher les choses. Est-ce que les propos de la ministre vous choquent et est-ce qu'ils remettent en cause l'indépendance de l'Arcom? Écoutez, c'est au-delà de ça. Il ne me choque pas seulement, il me scandalise. Alors c'est vrai que quand j'entends une ministre soi-disant de la culture, la Rima Abdul-Malak, qui dit
il faut fermer ces chaînes. Bah, je dis oui, c'est consternant. C'est-à-dire là, on est sorti de la démocratie normale, on est une sorte de république bananière, je ne sais pas trop, parce que c'est quand même la ministre de la Culture. Ces propos sont honteux. Hein. Cette personne, elle devrait être virée du gouvernement. Vous savez pourquoi? Bon, parce que c'est vrai qu'il y avait l'Arcom qui a fait qui s'est plaint de ces chaînes que la ministre veut fermer. Mais l'Arcom, c'est quoi? C'est quoi? Mais je ne sais pas ce que c'est, cette association. Cette espèce de truc autorité qui doit contrôler, qui doit contrôler je ne sais quoi. Le 11 janvier 2024, quand Gabriel Attal est nommé Premier ministre et Rima Abdul Malak remplacé par la très droitière Rachida Dati, la chaîne info de Vincent Bolloré savoure sa victoire. Ce que je trouve intéressant, Jonathan Sicsou, c'est qu'on entend d'un côté Rima Abdul Malak nous parler de la Maison du dessin de presse, de l'Institut de la France et de l'Algérie, entre autres, et de l'autre, Rachida Dati, le premier monument qu'elle évoque, c'est Notre-Dame de Paris. Est-ce que ça dit quelque chose, au fond, de la différence de vision de ces deux personnes? Rima Abdul Malak incarne la malédiction qui pèse sur la rue de Valois depuis malheureusement trop d'années. Je suis le premier surpris qu'elle soit elle-même surprise d'avoir été frappée par ce qu'elle incarne elle-même et à travers tous les propos qu'elle n'a cessé jusqu'à ce matin de tenir. Je comprends que ça énerve. Dans les relations troubles entre le pouvoir et les médias de Bolloré, il y a aussi C8 et son animateur phare, Cyril Hanouna. Depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, lui aussi fait la part belle aux invités d'extrême droite. Non mais je te dis, je suis pas ton copain. Fais sortir le gauchiste. C'est horrible de dire ça, fais sortir. Ministres et proches de Macron s'y précipitent, comme ici Marlène Schiappa, pour un débat avec Marine Le Pen en 2022. Je pense que c'est fondamental à l'OFPRA. Et d'une part, ça prend plusieurs mois pour avoir une réponse, même si on travaille pour réduire... Un curieux mélange des genres, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait donné l'exemple. Dès la campagne de 2017, le candidat d'En Marche avait souhaité un bon anniversaire à l'émission la plus trash du PAF. Vous n'avez pas regardé? En plus, j'étais en direct en face. J'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant, bien sûr, le 7 mai et cette belle échéance. Voilà, j'espère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire 3 choses. De l'émission. D'accord? Bonne millième. J'espère venir comme président. Pour la 1500e? 1500e, ce serait parfait. Ce serait pas mal. 6 mois plus tard, Hanouna va à nouveau offrir un beau moment de communication politique à Emmanuel Macron, cette fois pour ses 40 ans. Je rappelle qu'on appelle le président pour la valise RTL. Oui, bonsoir, président? Oui. Comment ça va, président? Ça va très bien. Ah oui, c'est une blague. Joyeux anniversaire, président! Joyeux anniversaire, président! Joyeux anniversaire! Président, on est en direct. Et je voulais vous souhaiter bon anniversaire parce que vous nous aviez souhaité bon anniversaire sur notre 1000e. Donc je voulais... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Par contre, je vais vous dire que je vis assez mal. Oui? Cette volonté de me vieillir d'une heure. Oui, c'est vrai. Je voulais être le premier président. Je sais que vous jouez bien au tennis. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de s'affronter tous les deux. Ça serait mon cadeau d'anniversaire. Au tennis? Oui, je sais que vous jouez bien. Ça va vous faire très très mal. Merci. En tout cas, on vous embrasse fort. Et franchement, bon anniversaire, président. C'est adorable. Bah, allez, on vous embrasse tous, en tout cas. Je n'oublie pas, en tout cas, ce beau rendez-vous pendant la campagne quand vous aviez votre anniversaire. Et permettez-moi simplement de passer un message d'amitié à la fois à votre équipe et puis à tout votre public, parce que je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde. Merci, merci, président. Merci beaucoup, merci, président. Merci, au revoir. Merci. Et bon travail. On vous embrasse et bon anniversaire. Mais au-delà de ces opérations de com, Bolloré étend chaque jour son réseau d'influence politique au sein des médias les plus sérieux. En juin 2023, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, est nommé à la tête du Journal du Dimanche, devenu propriété de Bolloré. Inquiets d'une dérive de leur hebdomadaire vers l'extrême droite,
Les journalistes font grève, mais la direction tient bon. Dimanche a pris ses fonctions dans une rédaction désertée ce mardi. Les salariés... Dès les premiers numéros, le jeune confie un éditorial à son ami, Pascal Praud. Ce glissement du journal vers l'extrême droite inquiète. En août, Sylvain Maillard, patron des députés Renaissance, interdit à ses troupes d'y accorder des interviews. Mais le député macroniste Carl Olive brave la consigne et rédige une tribune pour le journal. Maillard le menace de sanctions. J'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune, alors que ce journal n'apporte toujours pas la garantie nécessaire de pluralité que notre groupe attend. Je réunirai le bureau du groupe Renaissance à la rentrée pour donner suite. Une menace jamais mise à exécution. Donc je devais être convoqué, je devais être sanctionné, et il s'est passé ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, tout le monde dans la majorité parle au journal du dimanche, à commencer par des figures de premier plan, dont Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, justement, un homme clé de la Macronie pour tenter de séduire l'électorat d'extrême droite. Alors que la plupart des macronistes viennent du centre-droit ou du centre-gauche, Darmanin, nommé en juillet 2020 au poste clé de ministre de l'Intérieur, vient d'une droite dure, quelque part entre Nicolas Sarkozy et l'extrême droite. Sandrine Rousseau connaît bien Gérald Darmanin. Elle a été élue du Nord, comme lui. Elle en a gardé le souvenir d'un homme très réactionnaire. C'était vraiment un conservatisme presque littéral, quoi. Presque littéral. Et c'était sur les questions LGBTQIA+, mais c'était aussi sur les questions des femmes, sur... Enfin, je veux dire, il a toujours eu ça. Il y a eu cette idée que quand il a rejoint Macron, il s'était un peu recentré dans son positionnement politique. Mais la réalité, c'est que je pense que chez lui, c'est très tribal et qu'il n'est pas du tout en train de se recentrer, au contraire. Ancien journaliste à La Voix du Nord, Jean-François Ginsburger a coécrit une biographie de Gérald Darmanin. Il se souvient de ses débuts en politique aux côtés du député du Nord Christian Vanest au début des années 2000. Vanest, une figure de la droite dure. Christian Vanest fait déjà parler de lui, il est très très marqué à droite de la droite, et ça convient particulièrement à Gérald Darmanin, quoi, parce qu'il est, il est sur ses positions d'un marquage vraiment très offensif, et contre une droite, comme il l'a dit, une droite molle, une droite des salons parisiens, voilà. Une vingtaine de militants du collectif Les Flamants Roses contre le sexisme et l'homophobie se sont invités hier soir au vœu de Christian Vanest. En 2005, Vanest avait fait scandale pour des propos sur l'homosexualité. 200 personnes pour dialoguer avec les manifestants, un échange musclé. Par exemple, ce mot-là n'a aucun sens. Homophobie, quel est le contraire? Hétérophobie, vous êtes bien d'accord? Nous ne sommes pas hétérophobes. Les homosexuels sont hétérophobes. Et hétérophobe, si vous traduisez, c'est raciste. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? C'est tout simplement un apartheid entre les sexes. Les homosexuels sont-ils nuisibles à l'intérêt général? Oui. Aujourd'hui à la retraite, Christian Vanest n'accorde en principe plus d'interviews filmées, mais il a fait une exception pour nous. Oui, mais moi j'ai plus de contact du tout avec les journalistes. Il se souvient qu'au début des années 2000, quand il stigmatisait les homosexuels ou qu'il prenait des alliances avec le Front National, Gérald Darmanin était d'accord avec lui. Aujourd'hui, il ne veut même plus prononcer son nom. La droite a malheureusement suivi le Vadérétro Satanas de la gauche par rapport au RN. Moi, j'étais partisan de l'Alliance. Avec le RN? Oui, en 2011, je pense, 2010 ou 2011, j'avais fait une déclaration favorable à ça. Mais dans votre équipe ici, par exemple, puisque c'est des élections locales... Aucun problème. Moi, j'ai jamais eu de problème jusqu'au dernier moment. Mais même celui qui est devenu ministre par la suite. Non, il était, attendez. Jusqu'à 15 jours des élections, il m'a parfaitement suivi sur toutes les questions. Toutes les questions, y compris celles sur l'homosexualité, tout ça, aucun problème. Donc, non, c'est... Absolument. Parce que maintenant, il dit que non, mais bon... Oui, mais c'est son droit. Hein. Action Français Action Français Action Français. Fin des années 2000, Darmanin se rapproche des monarchistes de l'Action française. Il écrit même 5 articles dans le journal de l'organisation dans lesquels il défend des positions réactionnaires. Il parle de mai 68, de son cortège de non-valeurs, et rappelle
qu'un père n'est pas une mère. Que les socialistes fassent leur aggiornamento, qu'ils acceptent d'avoir un discours favorable à la famille traditionnelle, celle du petit peuple, un homme, une femme, des enfants, un discours d'ordre, et s'engagent à refuser l'Europe de Maastricht. Au moment des manifs pour tous, en 2012-2013, Darmanin multiplie les tweets hostiles à l'homosexualité. Mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue ? Si je suis maire de Tourcoing, je ne célébrerai pas personnellement de mariage entre 2 hommes et 2 femmes. Une fois au pouvoir, malgré sa proximité passée avec l'Action française, Darmanin fera pourtant interdire un colloque de l'organisation monarchiste le 13 mai 2023, avant d'être désavoué par le tribunal administratif. Olivier Perceval s'en étonne. Il a songé à interdire une de vos manifestations, il a dit « je vais interdire toutes les manifestations d'extrême droite », donc il vous englobe. Il nous a mis dedans, oui. Comme s'il ne nous connaissait pas, quoi. Oui. Il sait très bien que si justement nos manifestations qu'on fait depuis longtemps ont toujours été autorisées, parce qu'il n'y a jamais eu d'incident. C'est vrai qu'il a signé quelques articles dans une revue qui est proche de la nôtre, hein, et qui était maurassienne, et avec vous avez rencontré quelques-uns de ses responsables, et évidemment il en fait, on le lui rappelle, mais c'est assez amusant parce que maintenant il nous fait la chasse alors que il nous a considérés autrement à d'autres époques. Voilà. Nommé ministre de l'Intérieur en juillet 2020, Darmanin va mener une politique particulièrement répressive. Loi sécurité globale, violence policière contre la révolte des retraites. Il va aller chasser très loin sur les terres de Marine Le Pen, jusqu'à accuser cette dernière de laxisme. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Fin 2023, l'Assemblée nationale vote le projet de loi immigration présenté par Gérald Darmanin. Un projet adopté avec les voix des Républicains et du RN. En réservant certaines prestations sociales comme les APL aux Français ou aux étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans, il introduit dans la loi le concept de préférence nationale défendu par l'extrême droite depuis 40 ans, aux grandes dames de la gauche. Un peu de silence dans l'hémicycle. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535. Un quart des députés macronistes n'a pas voté ce texte, dont Belkir Belhaddad. 186, l'Assemblée nationale. On s'est retrouvé donc avec un texte assez à droite, inspiré par l'extrême droite, notamment la remise en cause du droit du sol, le fait qu'on intègre quelque part une brèche dans la préférence nationale sur les allocations familiales. Ça c'est très important justement parce que c'était un point controversé. Tout à fait. Cette proposition-là figure dans le programme du Rassemblement national. Et ça, pour moi, c'est effectivement une ligne rouge. À l'Assemblée, les socialistes s'étranglent face au gouvernement. Vous avez jeté la majorité présidentielle et le pays dans les bras du Front National. Au soir de son élection, face à Marine Le Pen, grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron promettait d'être un barrage face au Front National et ses idées. Aujourd'hui, l'extrême droite n'a plus besoin d'être élue. Vous appliquez son programme et faites vôtre la préférence nationale. La totalité des députés RN a voté pour la loi et ne goûte pas son plaisir. L'extrême droite crie victoire. Pour nous, la notion de préférence nationale, effectivement, elle a fait sa première petite entrée par la petite porte, effectivement, dans cette loi. Ça va pas assez loin, il faudra en rajouter. Oui, mais une fois qu'elle est rentrée... c'est une victoire idéologie, et à partir du moment où nos opposants politiques, et la majorité en l'occurrence, se font à l'idée, même s'ils ne le disent pas, se font à l'idée que la préférence nationale, c'est peut-être pas si mal que ça peut augurer peut-être d'autres victoires sur d'autres plans. Après 7 ans de présidence Macron, et pour la première fois dans la Ve République,
Un sondage IFOP Valeurs Actuelles pronostiquait récemment une victoire de l'extrême droite à la présidentielle. Une perspective qui ne semble pas effrayer grand monde dans la Macronie, l'ennemi principal semblant être devenu la gauche. C'est un moment, la bourgeoisie de l'argent se dit c'est beaucoup trop dangereux. L'histoire de Mélenchon et de ses copains là, qui risquent de nous flinguer le pays, l'économie administrée. Vous auriez entendu encore ce matin, juste parce qu'on a fait passer un prix plancher sur les agriculteurs, l'économie administrée, l'URSS, juste un prix plancher pour les agriculteurs, quoi, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Bon, voilà. Après, moi, je suis très cynique, hein, mais dans les moments de bascule vers l'extrême droite, il y a toujours une alliance des libéraux économiques avec les forces d'extrême droite au motif que ça sert les intérêts économiques, en fait. Alors que la gauche les menace. Parce que Macron, lui, n'est pas du tout un fasciste, mais en revanche, son tort, c'est de laisser le fascisme grandir, se développer dans le pays pour ses intérêts à lui. Et le tort, c'est que ces gens-là ont fait le choix, ils se sont dit, entre Le Pen et Mélenchon, on choisit Le Pen. Main dans la main avec les grands groupes financiers et industriels, eh bien, ils choisiront de mettre au pouvoir quelqu'un qui ne remettra pas en cause les équilibres financiers actuels, quitte à ce que ça porte atteinte à nos libertés à tous. C'est une formule que je prends rarement à mon compte, mais là, dans la démonstration, je peux au moins reconnaître qu'elle a une forme de pertinence, c'est on préfère Hitler au Front populaire. En 2027, Emmanuel Macron, qui avait cru ne faire qu'une bouchée de l'extrême droite, risque d'avoir à assumer cette terrible image pour l'histoire, remettre les clés de l'Élysée à la chef d'un parti fondé, entre autres, par d'anciens collabos et Waffen-SS. Merci d'avoir regardé ce dernier épisode signé Thierry Vincent avec Daphné Deschamps. Si on a pu le réaliser en totale indépendance, c'est parce que vous avez été près de 3000 depuis 6 mois à participer à notre deuxième campagne de dons. Résultat, on a pu travailler en toute indépendance des annonceurs publicitaires, des actionnaires extérieurs et même de l'État. En fin d'année, on aimerait lancer une 3e saison d'investigation qui va s'intéresser cette fois au cœur du système, aux relations que le président de la République, Emmanuel Macron, entretient avec les puissants propriétaires de presse. Vous le savez, depuis quelques années, des milliardaires comme Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Xavier Niel ou Patrick Drahi ont pris le contrôle de 95% des marques d'information en France. Est-ce qu'ils mettent parfois leurs médias, Le Parisien, BFM, CNews, etc., au service de l'exécutif? Est-ce que Emmanuel Macron parfois leur renvoie l'ascenseur? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Est-ce que le président exerce des pressions sur l'audiovisuel public, qui est également très important? C'est tout ça qu'on aimerait fouiller l'année prochaine. On voudrait donc explorer les coulisses du 4e pouvoir. Si vous êtes au rendez-vous, comme lors des 2 premières saisons, alors on pourra lancer cette nouvelle incroyable aventure. On espère que vous serez avec nous. On est des millions. On peut y arriver.